Salut à tous et bienvenue du coup dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui format interview. Donc si je me trompe pas, c'est l'épisode numéro 5. Et du coup aujourd'hui je suis en compagnie de Gabriel du coup, préparateur physique aussi si je me trompe pas. Exactement. Et donc du coup je vais te laisser un peu te présenter. Je vais beaucoup plus te laisser parler. J'ai un peu noté vos retours et vos remarques par rapport aux anciennes interviews où j'avais tendance à peut-être un peu trop prendre la parole et pas trop laisser parler l'invité. Et là du coup j'ai envie de corriger ça un peu et puis ça va me permettre un peu de mieux te connaître parce que du coup on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. On a eu l'occasion du coup de se croiser là. On est à Climbing District Jaurès. Vas-y, je te laisse un peu te présenter ton parcours scolaire, ton parcours sportif, etc. Comment un peu t'as découvert l'escalade. Vas-y, du coup je te laisse la parole. Déjà, Simer pour m'inviter. En vrai, ça me fait super plaisir quand j'ai reçu ton petit message. Ouais, moi aussi, je me suis dit, vas-y, là, cool. c'est l'occasion. En plus, je sais pas, ça doit faire peut-être un an et demi qu'on. Ouais, clairement. Puis, même moi, je vois ce que tu postes et tout, tu vois, je me dis, on a un peu les mêmes, les mêmes valeurs, un peu la même vision et tout. De ouf. Donc, je trouve ça hyper intéressant à chaque fois de. Donc, je suis super content. Donc, moi, c'est Gabriel. J'ai 25 ans, parcours STAPS comme toi. Je me suis arrêté à la fin. Le master s'est mal passé, comme on le disait d'ailleurs hors caméra, mais je me suis arrêté en licence et puis je me suis lancé à mon compte il y a 2-3 ans maintenant. En fait, non, licence à Nantes, master à Rennes, que je n'ai pas validé. Et du coup, quand j'ai arrêté mes études, je me suis dit, je vais retourner à Nantes pour me lancer à mon compte. Donc en fait, c'est de 2024, de 2021-2022 jusqu'à l'année dernière, j'étais sur Nantes et j'avais un mi-temps dans une salle de sport. Et à côté, j'étais à mon compte. Voilà, je me lançais sur plusieurs activités. Style genre fitness park. Ouais, voilà, keep cool. Keep cool, donc coach sportif classique. Ouais, voilà, très classique. Et à côté, du coup, c'était pas c'est la folie, mais au moins c'était dans le domaine. Et puis, c'est un job ce qui était cool en plus, et on va dire, moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, donc en vrai, j'ai entretenu des bons liens avec les habitués adhérents, donc ça, c'était cool sur cet aspect-là. Ouais, sympa. Et puis même en termes de sortie d'études, on va dire, ça quand même, ça forme sur la capacité à parler, parce qu'en fait, c'est pas mal de rendez-vous, etc. Tu vois. De toute façon, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps, c'est, ce que les gens disent en général, c'est, faut se lancer, faut aller sur le terrain, en fait. T'as beau faire un master STAPS, faire un doctorat en STAPS ou je sais pas quoi, tu ne deviendras jamais un bon coach si tu vas pas sur le terrain. Et puis ça se trouve, en coachant, tu vas te rendre compte que t'aimes pas ça, en fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent pouvoir aimer le coaching et devenir des coachs et tout, et au final quand ils commencent à coacher ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux en fait. Et du coup c'est hyper intéressant je trouve de se lancer au moins mais du coup à la suite de mon arrêt de mes études je me suis dit par contre c'est mort, je me vois pas arrêter la formation tout de suite, et c'est là que j'ai commencé aussi le mentorat de coaching club par Fred Marcerou. Ça me dit rien du tout, je t'avoue. Frédéric Marcerou, c'est l'ancien préparateur physique de l'UBB, le club pro de rugby en fait. Et je regarde pas trop ce qui se fait, on va dire en termes de prépa physique dans les autres sports, je regarde un peu ce qui se fait, mais je connais pas du tout les noms. Si tu veux, je te montrerai ça après. Mais en fait, Fred, je l'avais rencontré d'autres formations en ligne que j'avais fait avec notamment Real Movement et Keegan Smith, qui a été un gros prépa physique australien en rugby notamment. Et du coup, j'ai rencontré Fred et je me suis dit, vas-y, je vais faire son mentorat pendant un an. L'avantage, c'est que ça va me permettre de continuer à développer des compétences, et en plus très terrain, parce que Fred, c'est un mec du terrain, on n'est pas dans le parcours universitaire. Et en plus, il y a tout l'aspect accompagnement sur plein de choses, que ce soit business ou enfin tout cet univers-là. Et ça a vraiment été ce qui m'a le plus transformé pendant un an. C'est-à-dire que pendant toute cette année-là, du coup, j'étais arrivé sur Nantes pour me lancer à mon compte, et en même temps, je faisais le mentorat avec Fred. J'ai rencontré plein de coachs de prépa physique. Ça t'a mis un peu un pied à l'étrier en mode. De fou. Puis, et en plus, on connecte avec plein de gens du mentorat, et ensuite j'ai fait des séminaires. Du coup, j'ai rencontré ces personnes en vrai, et même sur ce qu'on apprenait, c'était top. Et plus que dans les pays anglo-saxons, je pense qu'en France aussi, parfois ça peut être un peu c'est pas la même mentalité pas mal accepté, je dirais pas, mais voilà, en fait, faire appel à un coach, c'est pas commun. Oui, c'est ça, dans le sens où dans les pays anglo-saxons, j'ai un pote qui est en Australie là que je coachais, c'est un mec de Cergy aussi, qui est parti en Australie, mais je le coachais quand il était en Australie. Et il me disait en fait que là-bas, peu importe le domaine, quand tu veux faire un truc que tu connais pas, tu contactes un coach en fait. Genre tu perds pas ton temps à essayer tout seul. En vrai ça paraît con, mais cette culture, tu veux faire des travaux, tu veux rénover ta maison, tu vas pas t'amuser à le faire tout seul, tu vois, t'appelles quelqu'un qui va te refaire ton truc. Eux là-bas c'est un peu pareil, mais pour tout, c'est-à-dire que je sais pas, genre tu veux perdre du poids, direct tu prends genre un nutritionniste, ou un coach en nutrition, enfin bref, genre quelqu'un qui va s'occuper de ça, tu vois.
Et en France, j'ai l'impression c'est un peu ah mais non, mais si je paye un coach, ça veut dire que je suis pas capable de le faire ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un peu ce truc où tu te sens dévalorisé de demander de l'aide, alors qu'en vrai, juste en fait, tu vas plus vite, tu fais pas d'erreur. Complètement. En fait, même pour même ça rentre dans une dynamique. Et puis le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, tu t'es beaucoup plus impliqué dans le processus. Genre si tu rates une séance ou un truc, quand t'es tout seul, tu vas dire bon bah c'est pas grave, c'était qu'une séance. Non, mais genre quand tu payes pour un coaching et que tu rates une séance, tu te dis déjà t'as la sensation d'avoir payé dans le vide. Tu te dis bah merde, j'ai payé mais du coup je l'ai pas fait. Et du coup en plus tu te dis bah ouais mais c'est pas cool parce que mon coach il s'engage, il passe du temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui est bien pour moi machin et tout, et je le fais pas. Et du coup ça te met vraiment dans une spirale, je trouve, cercle vertueux où tu t'engages dans ce processus comme tu dis. Ça, et en plus c'est ça qui est cool, c'est moi avec les personnes que j'accompagne, ce qui devient vraiment cool c'est en plus quand tu commences à avoir plusieurs mois de collaboration avec eux, là tu commences vraiment à créer un lien, à mieux comprendre comment aider la personne, etc. Et je sais pas comment dire, mais ça devient de plus en plus agréable. Plus la personne te fait confiance, plus vous comprenez chacun, et mieux la dynamique est. C'est quand quelqu'un vient me voir, c'est une relation que je veux créer avant tout. Moi, c'est ce qui me fait vraiment kiffer. Genre, je suis passionné de prépa physique. Faire des programmes où je me prends la tête sur des détails, j'adore ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est accompagner des gens et vraiment créer une relation où chacun se tire vers le haut. Moi, c'est vraiment ça qui me fait le plus kiffer. Donc, quand tu commences à avoir quelques mois, comme tu disais, en fait, une fois que la relation est installée, que voilà, tous les petits détails sont passés, de la personne comprend comment tu fonctionnes, etc. En fait, ça roule et là, ça devient, je pense, de plus en plus plaisant. C'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer. Clairement. Du coup, ça permet de faire la transition sur du coup ton parcours sportif. Donc, en vrai, un peu, j'ai envie de dire depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que t'as fait comme sport? Comment t'en es arrivé à faire de l'escalade? Enfin voilà, un peu, raconte-nous un peu ta vie de sportif en général, on va dire. Tu vois, en plus c'est un bourbier. Je pense que ça se voit même sur mes réseaux. J'aime faire trop de choses. Mais je pense que vraiment depuis que j'ai l'âge de faire du sport depuis tout petit jusqu'à mes 12 ans, je crois, je me suis beaucoup cherché. Je pense comme beaucoup de petits, genre je suis passé par foot, basket, natation, athlétisme, etc. Mais je pense que quand t'es enfant, c'est bien de faire plein de sports parce que tu développes plein de. On pourra en reprendre après. Même pour le côté cognitif, ça m'a apporté énormément. Je veux dire, c'est à l'heure actuelle, moi je me considère comme un humain qui est à l'aise partout. Tu me donnes une balle de foot, je jongle jamais, je peux te faire des tours du monde. Moi, c'est pas mon cas. Je suis vraiment complète. Alors, si, en sport de raquette, je suis claqué au sol. Bref. Mais du coup, j'ai fait pas mal de choses. Et moi, ce qui me faisait kiffer depuis tout petit, c'était le breakdance. C'est-à-dire que quand je partais en vacances dans le sud avec mes parents, j'avais ce souvenir des danseurs dans les marchés nocturnes et tout. Bref. Je les voyais et je voulais faire ça. Surtout le truc où genre t'as tout le monde qui se met en cercle autour et ça crée une ambiance. Tu sur la tête, les basiques, voilà. Ça crée une ambiance de fou. Tout ça. Et je voulais toujours faire ça. Mais en fait, j'y suis arrivé qu'à mes 12 ans. Alors, je sais pas pourquoi plus tôt. Mais en fait, je sais que dès mon premier cours de break, là, il y a eu un truc de différent. On va dire tu t'es dit, en gros, je savais que j'allais faire sport, quoi. Quand on est petit, ça reste souvent, tu te dis à tes parents, je vais me mettre à tel sport, et plus l'année avance, plus tu vas reculer, tu vois. Et là, tu t'es dit, ah ouais, là, j'ai là, j'ai été mordu, et là, j'ai trouvé mon truc. Et en fait, ça m'a poursuivi, jusqu'à mes 18, en fait, le break, je pense que dans une réalité alternative, j'aurais pu continuer que là-dessus, tellement ça me fait toujours kiffer. Mais en fait, arrivé en STAPS, du coup, j'ai quitté Le Mans pour aller à Nantes. Donc, j'ai quitté mon groupe et je pense que je me suis confronté, je commençais à arriver à un niveau où la pratique, je commençais à me confronter à des barrières, quoi. Vraiment, dans quel sens? Parce que moi, du coup, vraiment, j'y connais rien en danse en général. Je pense que c'est comme toutes les pratiques, par exemple, quand tu restes dans le même environnement, tu progresses pas trop. Non, je veux dire, c'est que quand tu commences à arriver, c'est un peu à cette transition entre perf et assez grosse perf, où là, faut commencer à mettre en place du vrai travail pour progresser. Et tu sais, où vraiment briser un peu la barrière de l'impossible, ça demande beaucoup plus de ténacité, etc. Et je pense qu'à vers 17-18 ans, j'avais pas encore cette patience et le fait tu te dis pas j'ai envie de sacrifier, genre je sais pas, genre ma vie sociale pour passer des heures à l'entraînement. Peut-être qu'il y avait un mix, j'y crois plus trop, une paire de motifs. J'arrivais en STAPS à Nantes, du coup il y avait en même temps une envie de découvrir plein d'autres disciplines qui se présentaient à moi. Donc on va dire il y a eu cette transition où j'ai vraiment mis un gros stop sur la danse. Et c'est là où j'ai eu envie de découvrir d'autres choses. Donc j'ai fait mon stage de L3 en salle de CrossFit. J'ai passé mes brevets fédéraux en haltéro, force athlétique. Donc tout ça, en tant que sport, j'irais pas les pratiquer, mais j'adore en tant que prépa physique. En fait, déjà, c'est super utile pour le métier de prépa physique. En fait, là, tout doucement, mine de rien, il y a
il y a déjà cet aspect un peu hybride. Ouais, il y a eu un petit shift où tu t'es dit, j'ai quand même envie de faire des mouvements de muscu dans ma prépa. J'aime un peu tout faire, etc. Genre, on va dire de l'aspect break, j'ai beaucoup gardé la pratique handstand, et d'ailleurs, je vais y arriver après dans mon parcours sportif, mais du coup, ça, on va dire, ça a été la période 18-21 ans, c'est-à-dire un stop sur la danse. Je découvre pas mal de choses, l'haltéro, même la gym, on va dire la calisthénie, ou enfin, tout ce qui compose un peu le crossfit, quoi, genre un peu tout ce qui est handstand, ouais, voilà, complètement. marche sur les mains et tout. J'avais une grosse base avec le break, donc ça c'était cool. Mais voilà, j'étais encore dans une, je pense, j'étais encore jeune et je sais pas si on peut dire immature, mais je m'entraînais pas encore au niveau de mes attentes. Okay. C'était encore peut-être 4 entraînements semaine, allez, 5 sur les bonnes, allez, peut-être entre 3 et 5, on va dire. Ouais, en vrai, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Surtout quand t'as les études à côté, machin et tout. Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est 4 entraînements par semaine. Enfin, 4 journées d'entraînement, c'est pas mal. Genre, quand t'es un spécifiste, t'es un mec, tu fais tes 4 séances d'escalade, voilà, tes 4 séances, c'est top. Mais moi, un mec qui aime faire plein de choses. Oui, et enfin, tu vois, oui, c'est ça. C'est à partir du moment où tu commences à cumuler les activités, tu peux pas progresser dans tout. Bah, de toute façon, on va y revenir, parce que il y a un sujet là-dessus. Mais ouais, c'est clair que si tu veux faire de la course, de l'escalade et de l'haltéro, par exemple, déjà, les trucs sont, enfin, je sais pas, par exemple, en haltéro, tu vas prendre de la masse au niveau des cuisses. Ouais. C'est tout ce que tu veux pas en escalade. Ouais, de fou. Le running, ça va te prendre énormément de temps, qui va impacter ta capacité de récupération, parce que c'est de la charge d'entraînement globale. Et donc, au final, bah, tu te dis, ok, qu'est-ce que je préfère? Genre, grimper 4 fois par semaine et faire que ça, ou grimper 2 fois par semaine, aller courir une fois et faire une séance d'haltéro. Et ouais, ça, en vrai, on va y revenir après. Ouais. On va y arriver, parce que même moi, à l'heure actuelle dans ma vie, je sais, j'aime faire trop de choses, mais du coup, il y a eu cette période-là, et c'est là où tout doucement a commencé à naître un peu cette idée de, comme on dit, les athlètes hybrides, un peu, voilà, ouais. Genre, je même ce que je voyais sur les réseaux, j'étais en train, mais j'aime bien. Ouais. Du coup, et en fait, donc ça, on va dire, c'était la période 18-21 ans. J'arrive en master, il me faut un stage. Je savais que je voulais aller faire un stage dans une discipline que je connaissais pas, mais qui m'a toujours fait kiffer l'extérieur. Et je suis arrivé à l'escalade. Okay. Et en même temps que j'ai commencé mon stage, donc c'était avec. Donc tu t'es dit, en gros, je veux faire un stage de prépa physique en escalade, mais à ce moment-là, tu faisais pas d'escalade. Enfin, non. En gros, non, et en fait, ce qui me faisait kiffer, c'était de découvrir, et aussi, j'avais un peu envie de me mettre en danger d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de m'adapter, etc. Sortir sa zone de confort. Voilà. Et aussi, ça, on peut pas nier, quand on est quelqu'un qui va avoir plusieurs sports, il y a des cultures dans les sports. Il y a vraiment des cultures, et qui s'expriment à tout niveau, que ce soit vraiment dans les séances d'entraînement, ou que ce soit plus, voilà, par exemple, dans les sports co, comment on va fêter une victoire de match, mais la culture sportive, c'est quelque chose qui est très imprégné. Je veux dire, par exemple, tu vas voir une séance d'entraînement de haut niveau, je sais pas, des athlètes d'équipe de France, en escalade, ça va être très chill. Comparé que tu vas voir, je sais pas, l'équipe de France de natation, je pense qu'on est plus dans du militaire. Je stéréotype peut-être. Ouais. Tu vois, en vrai, j'aurais pas tendance à dire ça, parce que, bon, après, pour l'équipe de France d'escalade, je sais pas, mais en fait, moi, ce qui m'avait choqué quand j'ai commencé à m'y intéresser un peu, c'est qu'en fait, la plupart des athlètes qui sont en équipe de France, ils ont pas de coach. C'est-à-dire que, ils s'entraînent à la ZUB de leur côté. Enfin, dans leur club, en gros, respectif. Enfin, souvent, dans leur club, ils ont un coach, mais genre, ils ont pas un coach perso, genre, qui leur fait leur programme à la semaine, machin et tout. Et en fait, ouais, la plupart du temps, bah, ils ont les coachs de l'équipe de France, mais que quand ils sont au camp d'entraînement et tout. Oui. Après, je suis peut-être en train de dire des bêtises, parce que je suis pas dans le milieu de la compète et tout. Mais de loin, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe. Et après, on voit quand même quelques athlètes qui, de plus en plus, sur les réseaux, affichent qu'ils ont un coach à côté, qui les suit à l'année et tout. Notamment, j'ai vu récemment, il y a Fanny Gibert qui a fait un peu de com là-dessus. On voit aussi Nico Januel qui prend genre Oriane Berton et qui vraiment genre la coach elle en particulier, tu vois. Mais tu vois, ouais, la plupart des athlètes, ils ont pas de coach à l'année, quoi. Et ça, je pense, c'est très culturel en fait, selon que tu vas dans un sport ou un autre, il y a plein de codes vraiment, voilà, qui varient, et c'était pour ça que j'avais aussi envie de découvrir. Et en fait, en commençant le stage, c'est un peu parti en couille, c'est-à-dire que j'ai retrouvé littéralement le même amour pour le breakdance, pour l'escalade, que j'ai eu pour le break quand j'étais plus jeune. Ok. Vraiment. T'as eu un petit déclic en mode genre, ouais, l'escalade, ça va me faire kiffer, quoi. Ouais, en fait, je retrouvais déjà ce point commun au mouvement que t'as avec la danse. Je retrouvais ce côté vraiment chill et social que t'as dans la pratique. Vraiment, où voilà, ça socialise de ouf. Tu te casses la tête, tu rigoles devant un bloc. Donc en fait, j'ai retrouvé tous les points communs. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bah, vas-y, let's go. En fait, faut que je pratique aussi. Je suis devenu mordu, en fait. Okay. Je mangeais escalade, je dormais escalade et tout. Et donc là, ça va dire, c'était il y a 4 ans maintenant que j'ai commencé. Et donc, du coup, depuis 4 ans, on va dire. En 2020, ça a commencé, quoi. Ouais, c'est ça. Où, on va dire, à la période Covid, j'ai pu grimper un peu, mais bon, j'étais un peu quand même ralenti. Et puis, depuis, ça a jamais arrêté. En fait, à l'heure actuelle, du coup, pour conclure, parce que c'est tellement complexe, mais
je me décrirais comme j'ai envie de me spécialiser dans l'escalade et je me vois bien aller faire personnellement comme du 8A, 8B bloc dans ma vie. Okay. Mais je serais jamais capable de renier à côté tout l'aspect hybride ou par exemple de la danse, j'en ai pas beaucoup parlé mais j'ai énormément gardé une pratique du handstand en tant que pratique. Ouais, je vois ça. Je pense que tu l'avais peut-être aussi raison mais depuis un an je me tape pour obtenir mon handstand à bras. J'adore aller faire des défis sportifs style des courses. Je suis arrivé en escalade déjà avec un corps qui est prêt à encaisser la contrainte, c'est-à-dire très mobile, tout ce qui est antagoniste, donc tu me demandes des triceps, des paumes, etc. Ça, il n'y a pas de galère. Et j'ai jamais eu de gros pépins, vraiment. Ouais. Et du coup, ouais, je prends vraiment plaisir depuis maintenant 2 ans. Je progresse pas autant que je voudrais, on y reviendra peut-être après en escalade, parce que c'est un choix, je me bute quand même pas mal. En vrai, et de toute façon, on va en reparler après sur comment j'organise l'entraînement, je vais pas trop détailler, mais voilà, on va dire j'ai 50% de ma pratique qui est de la grimpe, on va dire 3 à 4 séances d'entraînement par semaine. Okay. Et les autres 50%, ils varient au fur et à mesure de l'année. Donc, par exemple, là, je me suis inscrit à mon premier ultra, enfin, je sais pas si on peut dire ultra, mais un trail de 50 km en septembre. Ok, je t'avoue, je connais pas trop les termes de ultra trail. Ouais, à quel moment c'est un ultra, bref. Ouais. Pareil. Et du coup, tu vois, genre là, jusqu'en septembre, je sais que je vais avoir un focus course à pied. Par contre, mon année dernière, donc 2023, j'ai fait qu'un focus force. Je faisais du squat 2 fois par semaine. J'avais un délire de monter mon back squat, etc. Voilà. Et puis aussi, j'en ai pas parlé, mais tout ce lien entre la danse, l'escalade et tout, je le tiens beaucoup aussi de tout ce qu'on appelle la movement culture. Je sais pas si ça te parle, Ido Portal, tout ça. Non. Ça, je t'avoue, justement, ça me parle pas trop et c'est pour ça aussi, du coup, que je fais le podcast. Enfin, qu'on fait ce podcast aujourd'hui, c'est que, je sais que même si on a quand même des points qui se rejoignent en termes de vision et tout, t'as ce truc-là, de la culture du mouvement, on va dire. Voilà, c'est quelque chose que forcément, moi, je vois pas trop. C'est vraiment quelque chose d'assez holistique où c'est vraiment une philosophie, à part entière, je dirais une philosophie vraiment de pratique où, au-delà de développer un corps qui est, c'est développer un corps qui est capable de tout faire, mais pas seulement au sens crossfit où genre je suis capable de courir, mais aussi au sens je suis capable de danser, je suis capable de jongler. C'est vraiment un peu avoir une âme d'enfant. Avoir des skills un peu. Voilà. Okay, ça, moi, genre, je suis grave dans cette dynamique. Par exemple, il y a 2 ans, je m'étais inscrit dans une asso de parcours parce que je voulais apprendre à faire mon salto arrière. Et j'aime bien jongler entre tout ça. Donc, tu vois, c'est un truc, justement, on va y revenir sur l'aspect hybride, mais moi, déjà, je vois comment je galère à progresser en grimpe, en étant focus sur la grimpe. Je me dis, si je commence à rajouter des trucs à côté, mais laisse tomber, genre, jamais de la vie, je vais progresser, tu vois. Mais c'est là où c'est un choix. C'est là où aussi, parfois, faut être conscient des réalités de la chose. C'est que, même moi, au sein de moi, parfois, c'est une bataille où, genre, je me dis, bon, est-ce que je ne laisserais pas un peu plus ça pour me consacrer un peu plus à l'escalade? Et après, ou est-ce que à l'inverse? Une fois que tu as un certain niveau, c'est beaucoup plus facile d'accepter ça et de se dire, ok, maintenant que j'ai un bon niveau, j'accepte de stagner dans telle discipline en faisant un peu moins, mais en ayant quand même un bon niveau et de faire un autre truc à côté, tu vois. Et puis en plus, comme j'ai des attentes de performance pour moi-même, mais pas de performance en compétition. Donc, ce qui fait que si c'est mon grave, moi, genre, ce qui me fait kiffer avant tout, c'est le plaisir que je prends à l'entraînement. Ouais, moi aussi. C'est vraiment. Parce que c'est ça que je dis souvent, c'est des fois, on me dit, mais gros, pourquoi tu fais cette séance-là? Genre, c'est quoi le rapport avec l'escalade? Je dis, mais genre, juste, je kiffe faire ça, en fait. Et c'est là où c'est toujours compliqué, il faut faire des choix. Donc, c'est ça. Tu vois, genre, avec, on va dire, les années qui passent et en tant que pratiquant hybride, je commence à trouver un juste équilibre où vraiment en escalade, ça commence à bien monter, là, depuis 1 an, genre tout doucement. Okay. Après, et à pratiquer à côté. Et puis surtout, j'ai aussi appris un peu à, on va y revenir après, je vais me perdre après dans tout ce qui est plus détail, comment je cycle tout ça. Bon, on passe, mais en vrai, je pense qu'on a à peu près tout dit d'un point de vue parcours sportif, du coup. Donc, moi, ça fait déjà un super bon aperçu. Et du coup, ça permet de faire la transition avec le sujet numéro 1, donc la planification de l'entraînement, en gros, pour faire simple. Et donc, toi, du coup, en tant qu'athlète hybride, comment tu gères ta charge d'entraînement? Donc, en gros, à quoi ça peut ressembler une semaine type? Et comment, quand je parle vraiment de gestion de la charge d'entraînement, là, du coup, je parle, tu vois, par exemple, moi, je sais que j'utilise un système de temps de pratique et de RPE, de séance. Et genre, ça me donne un score d'entraînement sur la semaine. Je sais pas, par exemple, sur la semaine, je me suis entraîné genre 300 minutes à RPE 9. Ça me fait genre 3 fois 9, 27. Ça me fait genre 2700 de charge. Est-ce que toi, tu fais un truc un peu similaire? Et voilà, en gros, comment tu gères ton entraînement dans une semaine type? Et est-ce que tu as une gestion de ta charge d'entraînement? Voilà, c'est un peu ma question. Ouais, complètement. Bah écoute, déjà, il y a 2 aspects. Il y a un aspect vraiment technique de programmation et l'autre, c'est plus écoute de soi. Franchement, développer l'écoute de soi, parfois quand on le dit comme ça, on est écouter son corps, ça sonne bêtement pour les gens, mais je pense que c'est quelque chose qui demande des années à être développé, d'apprendre à écouter son corps déjà. Je pense que
tu peux pas dire ça à un niveau, on va dire, débutant intermédiaire, tu vois. Parce que justement, si t'écoutes ton corps, bah tu vas rien faire, tu vois. En mode, dès que tu vas forcer un peu, que ça va faire un peu mal, tu vas dire, ah merde, là peut-être je suis en train de casser un truc. C'est ça qui est dur. Et du coup, faut avoir cette limite où, c'est pour ça aussi, c'est bien d'avoir un coach, qui se connaît un peu tes limites. C'est que, il va te faire forcer, mais juste ce qu'il faut pour, pas que tu te blesses et que tu progresses. Mais ouais, carrément. Mais je suis d'accord avec toi, dans une optique de longévité, faut écouter son corps. Et quand je dis vraiment ça, écouter son corps, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Même je continue à apprendre à écouter mon corps. Je pense que c'est quelque chose qui se développe, mais j'ai être conscient de ça. C'est hyper important. Savoir, par exemple, mettre un peu l'ego de côté, et se dire ok, là si je suis fatigué, c'est pas grave. J'ai rien à prouver. Faut savoir faut savoir faire la différence entre je suis fumé, mais je suis capable de faire l'entraînement. Et je suis fumé, aujourd'hui on va adapter, et pire des cas, je vais le sauter, tu vois. Donc ça c'est la première chose. D'un point de vue plus technique, là, comme tu disais tout à l'heure, moi je périodise beaucoup, je planifie beaucoup avec un système de bloc de 15 minutes. C'est-à-dire que, imaginons, moi à l'heure actuelle, je peux m'entraîner tous les jours de la semaine. On va dire que je m'entraîne 6 jours sur 7, entre 5 et 6 jours, ça va être une semaine type, mais c'est pas rare que des semaines je monte à 7 sur 7. Imaginons je m'entraîne 6 fois dans la semaine, 6 fois 1 heure. 1 heure, c'est 4 fois 15 minutes. Donc pour moi, 1 heure, ça va être, dans ma tête, je vais l'intellectualiser, c'est 4 blocs. Donc si je m'entraîne 6 fois 1 heure, 6 fois 4, je vais me dire, j'ai 24 blocs à disposition. Et là, à partir de là. Tu dis, ok, comment je répartis mes blocs? Selon mes objectifs, je vais dire, bon, là, mon objectif 1, ça reste l'escalade. L'aspect 2 et 3, par exemple, ça va être des aspects hybrides. Donc, par exemple, objectif 2, je suis dans une période de ma vie où je prépare mon trail. Objectif 3, je veux maintenir mes skills en handstand, par exemple. Et je vais, sur mes 24 blocs, je vais essayer d'avoir une répartition qui est en accord avec mes objectifs du moment. Par exemple, 12 blocs pour l'escalade, 8 blocs pour la course à pied, et 4 blocs pour le... Je dis des bêtises, hein. Mais j'ai cette répartition. En gros, tu répartis un peu comme ça. C'est ça. Ça, c'est la première chose un peu au niveau macro. Après, oui, bien sûr, parfois dans les faits, on n'est pas à 15 minutes, on n'est pas à 15 minutes près. Mais je sais qu'au moins, ça me donne une tendance, j'ai un peu une répartition et je vois où j'attribue le volume. Et au moins, ça permet aussi de mettre les choses de voir les choses, de savoir est-ce que je suis en accord avec mes objectifs. Ouais, c'est ça aussi. Parce que, par exemple, petite parenthèse, mais imaginons, on peut très vite tomber par exemple, en escalade dans je fais que de la prépa physique. Et au final, j'oublie de grimper. Ça, c'est le pire pour moi. Et ça, le système de blocs, tu commences à te rendre compte, si tu vois que 40% de tes blocs, voire 50%, c'est de la prépa physique, visuellement, ça te met en relief, t'es en mode, ah ouais, là, il y a peut-être un souci. Moi, tu vois, c'est ce que je disais dans les podcasts d'entraînement pour les doigts et tout. C'est un ratio que j'essaye de viser. C'est maximum 25% de prépa physique. Dans la semaine. Peu importe la prépa physique, tu vois, pas que de la force doigt, etc., bien sûr. Mais prépa physique tout au global, donc en gros quand vous êtes dans la salle de muscu, quand vous grimpez pas, moi je trouve 25% de prépa physique c'est vraiment le plus qu'il faut faire. Et souvent même quand tu es en période un peu plus de performance, c'est limite du 10% de prépa physique, 90% de pratique. Et je te rejoins carrément là-dessus. Je suis grave d'accord avec toi. Pour moi c'est 80-20 et comme je dis, c'est aussi du contexte. C'est par exemple, imaginons pendant 2 mois je peux moins grimper si tu montes à 40%, 60%, mais c'est ça aussi. Pendant 3 mois tu remontes à 80%. En fait c'est la tendance au global. En vrai, 80-20 pour moi, voilà. Moi, j'ai un peu cette problématique-là avec des gens que je coach qui vont me dire, par exemple, je peux faire, par exemple, du renfo 4 fois dans la semaine chez moi parce que c'est chez moi, c'est facile. Mais par contre, genre, j'ai une séance de grimpe dans la semaine, tu vois. Parce que genre, c'est au club ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, tu vois, c'est compliqué parce que t'as envie de faire progresser la personne. Tu sais que si elle fait du renfo, elle peut progresser, etc. Mais tu sais que ça va pas bien se transférer parce que elle grimpe pas assez, en fait. Et du coup, le truc, c'est dur parce que tu dois dire à la personne, ouais, moi je veux bien t'entraîner, je veux bien te donner les billes pour que tu progresses physiquement et tout, mais en fait, il faut juste faire comprendre que si tu as pas ce ratio de pratique, ça va pas forcément se transférer dans ta pratique, tu vois. Et c'est un peu ce que je disais dans le podcast pour la résie pour les doigts par exemple. Si tu fais que de la résie sur poutre et que tu es un bloqueur, si un jour tu vas en falaise faire de la diff dans une voie style en Quen, tu vas être nul, quoi, parce que t'as pas toutes les clés en main. C'est ça, exactement, ouais. Et puis c'est ça, moi je le dis beaucoup aux gens que j'accompagne, mais je leur dis toujours, c'est marrant, ils me payent pour faire de la prépa physique, mais parfois je leur dis, la chose qu'il va falloir que tu apprennes à augmenter sur les mois et l'année prochaine, c'est ton volume de pratique spécifique. Et je sors souvent l'exemple du, j'ai pas les stats, mais en général, par exemple, si on regarde les meilleurs haltéros au monde, et on a leur tonnage à l'année, c'est ceux qui soulèvent le plus lourd. Si tu regardes ceux qui font du tir à l'arc, pareil, c'est ceux qui vont tirer le plus de flèches à l'année à l'entraînement qui ont une chance d'être les meilleurs. Du coup, pour moi, la prépa physique c'est super important, mais ça viendra jamais avant le volume spécifique. Donc par exemple, si on parle d'escalade, c'est si tu fais l'escalade, je sais pas combien de runs tu mets au mois, à la semaine, au mois, à tes années. Et je suis persuadé qu'on te met 2 athlètes
à côté, et il y en a un, je sais pas, il fait 12 000 blocs dans l'année, l'autre 9 000 blocs dans l'année, bah, faut pas étonner que celui qui en fait 12 000, il a plus de chances d'être meilleur. Ouais. Donc ça passe aussi par une éducation. Après, je pense en grimpe, c'est un peu plus nuancé dans le sens où, tu vois, genre, les gens qui en font 12 000 à l'année, s'ils les font en 6 runs, par exemple, genre, ils ont beaucoup plus de chances de se blesser, d'être en surentraînement, que le mec qui en a fait 9 000, mais qui a tout flashé, tu vois. C'est clair. Et c'est là où on rentre dans une loi de la c'est là où il y a de la nuance et tout. C'est complètement à fond. Mais voilà, c'est vraiment ça. Carrément, ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. C'est vrai que, ouais, comme tu dis, c'est si t'as le plus gros volume d'entraînement, bah forcément tu passes plus de temps à l'entraînement, donc tu vas être meilleur que ceux qui passent moins de temps à l'entraînement. Enfin, après, bien sûr, forcément, ça dépend de votre potentiel, de votre génétique. Bien sûr que si vous avez commencé l'escalade il y a 2 mois, même si vous grimpez 6 jours sur 7, plus qu'un athlète de haut niveau qui grimpe 4 fois par semaine, il va toujours être plus fort que vous. Mais voilà, pour des gens du même niveau, on va dire, celui qui va pratiquer plus sera meilleur. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et puis voilà, toujours voilà, il y a vraiment le contexte des gens. Bah, on a tous un emploi, des choses comme ça. Exactement. Ouais, gérer son emploi du temps par rapport. Dans une logique d'amélioration en général, ce vers quoi j'essaye de tendre, par exemple, de mois en mois, etc., c'est tout doucement amener la personne vers plus de volume ou essayer d'aller chercher un peu de volume à droite à gauche. Par exemple, on reparlera de la mobilité tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose où on peut dénicher du temps de pratique très facilement. Ouais. On a pas Moi, souvent, je l'intègre à l'échauffement. Ouais, voilà. Soit à l'échauffement ou soit, je sais pas, chez soi devant sa série, devant son manga le soir, je sais pas, je dis des bêtises, mais je fais des petits quarts de poignet. De fou. Tu vois, genre, je sais que moi, j'avais eu une période où je travaillais beaucoup sur mes écarts. Je les ai toujours pas d'ailleurs, mais les écarts, genre grands écarts et tout. Okay, et j'étais en vas-y, genre le soir, je me matais mes épisodes, mes animes, et je me mettais là-dessus. Et en fait, on peut aller gratter du temps de pratique. Là, alors, je parle vraiment quand je dis augmenter le volume, c'est pour ceux qui sont déjà dans une dynamique de performance. Je parle pas de sport loisir forcément, parce que sport loisir, on s'en. À partir du moment où tu as la volonté de progresser dans le truc, là, il faut s'investir plus, etc. Ça. Après, si vous voulez juste pratiquer, je sais pas, l'escalade en loisir en disant, bon, bah, voilà, là, je suis inscrit au club, j'y vais 2 fois par semaine, et c'est juste pour pas se casser la tête, quoi. Exactement, faut pas se prendre la tête avec la là, c'est parce que là, je parle vraiment pour des passionnés, para-passionnés, quoi. Oui. Mais c'est ça, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vraiment ça. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai un petit carnet, j'ai un bloc-notes sur mon iPhone où je marque j'ai commencé à marquer tous mes entraînements de l'année en 2022. Et c'est cool parce que j'ai tenu ça tout en 2022, tout en 2023, je le tiens toujours. Et en fait, j'ai mon nombre d'entraînements que j'ai fait par trimestre sur les. Ouais, j'avais vu que t'avais pas fait des camemberts ou un truc du genre. Ouais. Et en fait, même moi, ça a été trop cool parce que depuis 3 ans, je me fixe un peu des objectifs en mode, vas-y, je veux m'entraîner plus que ce trimestre dernier. Ok. Donc par exemple, il y a 90 jours dans un trimestre si on l'a fait très grossièrement. Et ben peut-être que 2022, j'étais à 60 entraînements. Du coup, j'étais deuxième trimestre 2022, vas-y, il faut que je sois au moins 61. Etc. Ouais. Et cette démarche, j'ai commencé à l'initier il y a 2 ans. Et en fait, il y a 2 ans, je me suis dit, je crois que je suis même devenu bigorexique. Clairement, je m'entraîne énormément par période. Mais moi, ça c'est un truc que je calcule pas trop, tu vois, genre le nombre de fois où je vais m'entraîner. Je sais juste que, voilà, tu vois, par exemple, en ce moment, dans ma semaine, il faut que j'ai un bloc de force max en prépa physique, une séance de grimpe bloc max, donc où je vais vraiment forcer dans des blocs, une séance de grimpe bloc volume, où genre là en ce moment je la fais sur la kilter, où tu sais, genre je me dis pendant 2 heures j'enchaîne des blocs un peu moins durs que mon max, mais j'en fais beaucoup. 2 séances résidoires, enfin endurance plutôt, parce que genre je suis un peu éclaté en endurance. Enfin, voilà, en gros je sais que j'ai un nombre de blocs à faire comme toi, un peu les trucs des 15 minutes. Et par contre, tu vois, genre par exemple, si je sais que j'ai genre 2 blocs d'endurance à faire, si j'en skip un, je me dis bon c'est pas grave parce que si je le garde sur le long terme cet entraînement là, ça va forcément progresser. C'est vision long terme, c'est on va dire je culpabilise beaucoup moins de décaler une séance ou de pas en faire une, parce qu'au final je me rends compte aussi que plus on grandit en âge, je parle, plus aussi on a d'autres trucs à faire, enfin genre là moi je parle des coachings, faut développer le business et tout, en fait tu te rends compte que en fait tu kiffes t'entraîner, mais c'est pas en t'entraînant que en tout cas à mon niveau que je vais gagner ma vie en m'entraînant. Et puis on a des objectifs perso à côté, c'est ça exactement. C'est marrant ce que tu disais parce que je le ressens, tu vois, genre plus en mode je sais qu'à l'heure actuelle ma clientèle elle vient pas que de la grimpe, parce que moi-même à l'heure j'ai pas un niveau où de toute façon ça c'est pas qu'en escalade, mais c'est plus simple de croire en un mec qui par exemple qui est pas coach mais qui peut squatter 250 kilos pour t'apprendre à squatter, que un mec qui est coach mais qui squatte que 150, tu vois. Ça c'est l'histoire de la légitimité. Ça je sais que c'est une réalité, mais moi je m'en fous. En vrai, j'y accorde pas trop d'importance. Je commence à avoir des gens vraiment forts qui me font confiance. Alors en mode je vais pas dire les noms machin et tout, mais en gros là ça y est, en gros
j'ai des gens en coaching qui sont genre littéralement plus forts que moi, tu vois, en grimpe et même sur des trucs physiques, tu vois. Et du coup, ça me régale parce que ça me prouve aussi que je suis capable de coacher ces gens-là et de leur apporter du positif, tu vois. Et en fait, moi, je prends toujours cet exemple-là, c'est bête, mais c'est réel. C'est que genre Usain Bolt, il a un coach. Genre c'est le mec qui a tout gagné, qui court le plus vite du monde. Mais il a un coach, et même pas que un coach, il a un staff avec lui. Et il y a personne dans son staff qui court aussi vite que lui. Donc à partir d'un moment, faut aussi faire la part des choses et se dire qu'il y a des gens qui sont compétents pour nous aider. Après, bien sûr, si quelqu'un squatte 80 kilos, que tu veux devenir un athlète de, oui, c'est ça. Il y a des limites, mais oui, je suis d'accord. Enfin, la légitimité, elle vient des perfs ou de ton passé d'entraîneur, je sais pas, genre si t'as des athlètes qui ont fait des palmarès et tout. Et ça encore, en vrai, tu peux un peu tricher parce que suffit que tu récupères les athlètes quand ils sont déjà forts. Et en soi, c'est pas grâce à toi qu'ils sont devenus forts. Et puis même aussi, quand je vois là, je vais tirer des balles réelles, mais quand je vois le nombre de grimpeurs qui sont plus ou moins chauds, il y en a, c'est des monstres, mais tu vois ce qu'ils font sur l'aspect pur entraînement, vraiment pur prépa physique, on va dire. Mais c'est en mode, mais ce serait tellement plus optimisable. Mais genre, les mecs qui ont aucune gestion de leur charge d'entraînement, qui se mettent des cartouches, et il y a beaucoup cette culture, par exemple, avec les pangulis, il y a cette culture, même chez des enfants, il n'y a pas que chez les débutants. Les mecs, ça fait 3 heures qu'ils font du bloc, tu vas les voir, ils vont aller continuer s'enchaîner une demi-heure de PG, et t'es en mode, mais est-ce que le prix, en fait, ils vont payer plus que ce que ça va leur apporter. Alors oui, c'est très satisfaisant, mais c'est qu'un exemple. Mais en fait, qui m'est venu en tête, mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Je pense que j'ai appris, on va dire, à voir le truc avec nuance, dans le sens où, en fait, il y a des gens, ils font des trucs catastrophiques d'un point de vue théorique, mais ça marche pour eux. C'est vrai, ça. Et en fait, j'ai aussi appris à me détacher justement du jugement, de dire lui il fait de la merde, mais en fait peut-être que sur le papier il fait de la merde, mais en fait ça a marché pour lui, et c'est comme si tu voulais lui changer ses habitudes du jour au lendemain, et en fait ça se trouve il va moins bien performer avec des habitudes bien sur le papier parce qu'il est tellement habitué à sa routine à lui que c'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, il suffit que la personne qui a pas un entraînement qui est bien structuré, mais qui sait, en fait, il sait faire la base, c'est-à-dire s'entraîner régulièrement et qui sait pas en demi-teinte, on parlait de volume, voilà, tout ça. Mais si tu fais ça, déjà, t'as compris le plus dur. Même si ton entraînement est nul, la petite parenthèse où là, ça va pouvoir devenir plus complexe, c'est la gestion des blessures. T'es blessé 3 mois dans l'année. C'est 3 mois que tu progresses pas. C'est 25% de ton année qui est perdu. Et là, la prépa physique, c'est là où aussi ça a un gros intérêt. Le soi, ça te fait devenir plus résilient. Et j'aimais beaucoup d'ailleurs dans tes podcasts, tu parlais beaucoup, on parle peu d'hypertrophie des tendons, de tout ça, t'évoquais ça me fait penser à ça. Et tout ça, l'entraînement en force, la grimpe va difficilement te l'amener, contrairement à de l'entraînement pur et dur, que ce soit sur poutre, sur barre. Surtout sur les blocs modernes où t'as beaucoup on va dire de coordo, de dynamique, on va dire il y a plus beaucoup de serrage de doigts, tu vois, de manière très statique, ce qui fait qu'au final tu te retrouves direct sur des composantes en mode RFD, tu vois, en mode tu dois serrer des petits trucs hyper vite, et t'as pas cette étape où freinage, des gros excentriques, etc. T'as pas cette étape où tu vas faire des blocs un peu statiques à doigts, si tu fais pas du pan à côté, quand je dis du pan, c'est du spray wall ou quoi, et que vous faites vos propres blocs à côté, en fait il y a plus de transition dans les salles modernes, on va dire, où tu vas forcer sur les doigts progressivement, etc. Et du coup, au final, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grimpeurs, je trouve, qui sont blessés à l'année, en fait. Et ça, c'est un truc aussi, du coup, je reviens par rapport à ce que tu disais, être capable de grimper 3 heures et faire 30 minutes de PG après. De PG, c'est Pangulich. Et en fait, ça, limite, j'ai remarqué aussi en faisant des compètes et en parlant à des mecs vraiment forts, qu'en fait, arrivé à un certain niveau, tout le monde est cassé de partout. Genre, il n'y a aucun athlète. C'est là où on arrive dans la haute performance. Il n'y a aucun athlète qui est sain d'un point de vue corporel, tu vois. Genre, ils ont tous mal quelque part. Ils vont prendre des ibuprofènes avant la compète, machin et tout. Et voilà. Et en fait, du coup, ils ont une tolérance à la douleur qui est incroyable. C'est-à-dire que, je sais pas, je dis un truc au pif, mais toi, tu vas soulever un truc, tu sais, en mode un peu block lift, sur une prise de 20 mm et t'as une poulie partielle, tu vois. Tu vas soulever 20 kilos, ça va te faire mal à 6 sur 10, tu vas dire, oh putain, j'ai mal, j'arrête, tu vois. Mais genre, eux, même s'ils ont mal à 9 sur 10, mais ils vont quand même réussir à le faire, tu vois. Ils vont encaisser cette douleur. Et en vrai, je trouve ça grave malsain, mais d'un côté, je suis genre admiratif parce que je me dis, en fait, ils kiffent tellement leur sport et ils kiffent tellement de trucs que même en étant pétés de partout, ils continuent, en fait. Et là, c'est là aussi où je trouve c'est important de faire comprendre la distinction entre sport santé et sport perf. C'est que peu importe la discipline, escalade ou pas escalade, si on prend les sportifs de haut niveau et de très haut niveau, on n'est plus dans du sport santé, hein. Genre, faut accepter l'idée que quand tu fais du très haut niveau, il y en a même qui quand t'es pas au très haut niveau, hein. Je trouve, déjà en salle, je pense, si tu prends les gens qui grimpent dans les meilleures cotations, souvent en salle c'est les violets, quoi. Dans la plupart des salles, genre les Arcos, les climb up, c'est noir, mais voilà, en gros, si vous prenez les gens qui grimpent les plus grosses cotations en bloc dans vos salles,
allez leur parler, demandez-leur où est-ce qu'ils ont mal, etc. Vous allez voir, ils sont cassés de partout. Enfin, je connais personne qui va grimper des violets, à la séance et tout, qui va pas avoir genre du strap sur le doigt parce qu'il a une poulie partielle depuis 6 mois, qui va pas avoir, je sais pas, les épaules un peu niquées. En fait, je trouve ça trop grave parce que, d'un côté c'est grave et d'un côté je trouve ça fascinant parce que tu te dis genre les mecs ils sont cassés, ou les meufs d'ailleurs aussi, hein, mais c'est plus une tendance chez les mecs, j'ai remarqué, parce qu'on a tendance à plus forcer en général, mais ouais, c'est ça, en gros ils sont cassés de partout et ils sont quand même performants, tu vois. Et du coup tu te dis c'est quoi la limite du coup entre ok, t'acceptes un certain degré de je suis pas bien mais t'es quand même performant, tu sais, ça te mindfuck un peu, tu vois. Tu te dis ouais, mais ok, genre tous les gens qui sont performants ils sont cassés, je sais pas, peut-être genre faut être cassé pour être performant, tu vois. Et je trouve, non mais ça aussi, je trouve ça dommage de pouvoir accepter cette. Et comme je dis, au bout d'un moment, voilà, quand on va plus on va dans la perf, plus le pari devient risqué, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui sont assez fatalistes là-dessus, je trouve. Voilà, ça chercher le mot fataliste. Fataliste dans quel sens tu veux dire? Dans le sens un peu le no pain no gain. Genre il y en a beaucoup qui pensent que on peut pas atteindre des gros niveaux de perf sans se faire mal et tout. Voilà, ça je suis pas d'accord. Comme je dis, évidemment, le pari devient de plus en plus risqué et les probas, je veux dire, plus tu vas dans des blocs durs, plus les contraintes que t'exposes sur ton corps, elles sont badass, tu vois, elles sont immenses. Mais d'un côté aussi, et ça fera, tout à l'heure on parlera de mobilité et tout ça, mais juste de développer un corps résilient, c'est des choses que les gens ils oublient souvent. Ouais. Rien que de faire un peu de mobilité d'épaule. Ah ouais, pour éviter genre 90% des blessures d'épaule. Moi je prends mon exemple perso et c'est là où je dis la danse et quand on parlera de la mobilité. Moi je vais pas te mentir, en 4 ans, je m'en sors super bien. Hein. Ouais. Je me suis et je sais que je fais confiance au long terme et je sais que je vais finir par tu sais mon petit ego quand j'ai des potes qui gagnent, je me dis sur le long terme je vous rattraperai. J'ai commencé plus récemment parce que moi je me dis je sais que je vais pas me blesser. Enfin je sais, on peut jamais savoir. Ouais. Mais en 4 ans par exemple, j'ai jamais eu de grosses blessures, des grosses tendinites. J'ai connu un peu des tendinopathies, des choses comme ça au coude très légères, mais pas plus. Et puis c'est pas le genre de truc qui t'empêche de grimper, c'est le genre de truc où tu te dis vas-y, je vais juste réduire un peu et voilà, ça va se créer des coupes de soie tout à l'heure. Je sais adapter, je vais pas à la moindre douleur, je dis je coupe tout pendant 2 semaines, non, j'adapte. Voilà, je vais éviter de la mettre dans des gros dévers, etc. Et je vais trouver la juste charge, etc. Mais je sais même plus pourquoi on parlait de ça, on a tellement divergé. Ouais. Mais après, de toute façon, c'est hyper intéressant, mais ouais, voilà, en gros, la question de base, c'était, en gros, comment t'organises un peu ton entraînement. Donc, du coup, on l'a dit un peu avec cette histoire des blocs de 15 minutes. 15 minutes, ouais. Et après, une gestion précise des objectifs. T'estimerais à combien ton volume horaire de grimpe en moyenne par semaine? Prépa physique, prépa physique spé grimpe plus grimpe par semaine, je pense que tu fais combien? Sur le début d'année, je dois être entre 6 et 8 heures. Pour la grimpe. Par exemple, on est à peu près à 1 heure et demie de prépa physique. Sur la semaine, du coup. Ouais, sur la semaine, c'est ça. En fait, ma petite routine en général, c'est 2 fois 45 minutes à peu près. Ok. Et dans ce bloc, tu fais, j'imagine, tu fais genre doigts, traction, gainage. Ouais, c'est ça. Moi, alors après, là où c'est du choix, mais je fais beaucoup de simultanés, c'est-à-dire je fais pas que des blocs de force max, que des blocs d'explo. En général, comment j'ai fonctionné ces derniers mois, c'était beaucoup lundi plus orienté force max. Avec moi j'appelle ça des efforts répétés, mais un grimpeur il va mieux comprendre si on parle de quoi, de rési peut-être, vas-y décris, je te dirais, c'est quoi du coup en gros, moi tu prends un exo là, quel exo tu fais en effort répété et genre du coup à quoi ça ressemble concrètement? Ça devait être des séries à l'échec au poids de corps par exemple, soit des relances ou par exemple des 5-5 au poids de corps sur 20 mm. Ok, suspension 5 secondes, 5 secondes de récup. En fait moi, et là c'est beaucoup tiré des vieux prépas physiques des pays de l'Est. J'ai peur de dire des bêtises, je sais pas s'il y a des spécialistes qui écoutent, mais je crois que c'est Verko Jansky tout ça qui avait théorisé ça. En fait pour lui, je connais pas du tout les noms. Il y a 3 types d'efforts. J'oublie. Il utilise beaucoup soit ce qu'il appelle les efforts maximaux, de la force max, c'est max du 80% et plus. Les efforts dynamiques, donc on est sur des charges sous max mais objectif de vitesse. Donc ça va être par exemple en escalade du PG ou du RFD en iso overcoming, c'est comme ça. Et ce qu'il appelle les efforts répétés. Donc c'est vraiment la force dans le temps, endurance de force. On pourrait dire endurance de force. Ça pourrait être de la rési, voilà, etc. Et moi, imaginons du coup, voilà, je fais 2 fois 45 minutes de prépa physique, donc 1 heure et demie. J'ai donc, si je reprends mon système de blocs, j'ai 6 blocs dans ma semaine de prépa physique, de prépa physique spécifique à l'escalade. Sur ces 6 blocs, peut-être je vais faire 3 blocs de doigts. Voilà, en fait, je vais quand même mettre un focus
pendant 1 ou 2 mois sur telle période, je vais dire bon bah là le focus pendant 2 mois ça va être la force max, donc sur mes 6 blocs je vais avoir 3 blocs de force max, et les 3 derniers ça va être par exemple 2 blocs d'effort dynamique et un bloc d'effort répété. Donc en fait dans ma semaine et au quotidien je subis des contraintes. Je m'entraîne un peu sur tous les types d'efforts, mais juste la proportion et le volume sur lequel je me focus sur l'un ou sur l'autre, il va varier dans l'année. En fonction du cycle. C'est ça, voilà. Et du coup, après, mes 3 blocs d'effort max, par exemple, ça va être un bloc effort max pur bras, traction lestée, un bloc effort max pur doigt, de la suspension lestée, voilà. Et le troisième, je sais pas, je dis des bêtises, mais soit un autre bloc en doigt, ou un bloc à un bras, un doigt, enfin, un bras, une main en suspension. Voilà, c'est là où ça va varier. Mais voilà, moi, comment je vais fonctionner. Mais du coup, ça permet de faire la transition avec l'histoire des cycles. Et du coup, comment tu cycles ton entraînement? Comment tu te dis, ok, là, je vais faire par exemple 3 semaines de force max, une semaine de deload, là, je vais faire 3 semaines de rési. Est-ce que tu fais un peu ce qu'on appelle du DUP, c'est-à-dire où tu fais un peu tout dans la semaine? Genre, tu vas faire, je sais pas, un jour force max, un jour rési, un jour endurance, ou est-ce que tu vas vraiment te dire, bon, bah, ok, là, pendant 3 semaines, je vais faire par exemple que de la force max sur la prépa physique, pour la grimpe, par exemple, ou alors, enfin voilà, un peu comment tu cycles. Après, moi, enfin, je dirais un peu, et je suis curieux de savoir ce que tu vas penser de ce que je vais dire en plus. Parce que là, on arrive sur un truc très. Alors déjà, faut bien faire... je juge là. Tu vas juger, attention. Il faut bien faire la distinction entre ce que je fais pour moi et ce que je fais pour mes athlètes, parce que j'écoute ça un peu là. Du coup, tu disais que tu différenciais ce que tu fais pour toi et pour tes athlètes. Parce que moi, à l'heure actuelle, j'ai pas un objectif de perf, genre faut pas que j'ai pas tel compète dans X temps. Voilà, comment tu aurais tendance à cycler l'entraînement de, voilà, en gros, je suis un grimpeur, je viens de voir et je te dis, voilà, en gros, je dis un truc au pif, voilà, mon niveau max c'est du rouge en salle, sur les blocs, je peux faire 4 séances par semaine, et je veux progresser en bloc. Qu'est-ce que du coup tu me conseilles de faire? Imaginons que tu as pu me tester en termes de profil, etc. Comment après tu viens à cycler mon entraînement en gros? Alors déjà pour moi j'ai une approche qui est énormément basée sur la force max, et je suis vraiment intimement persuadé que les hauts niveaux de force max, et on pourrait appeler de l'endurance de force à haute intensité, c'est vraiment dans 80% des cas ce qui limite beaucoup de pratiques. Je suis complètement d'accord. En fait, les gens, ils ont tendance à, et que tu sois un diffeux ou un bloqueux d'ailleurs. Je vais peut-être partir dans la théorie un peu lourdingue, mais et je vais essayer d'expliquer le mieux pour ceux qui écoutent. Mais si on reprend le profil force-vitesse, donc sur des vitesses basses, sur des mouvements très lents, on peut exercer de haute force. Tandis que sur des mouvements à haute vitesse, on peut pas exercer des grosses forces. Par exemple, si on prend un pif-paf en escalade, ou un double jeté, et ben les prises intermédiaires, au moment où on vient tracter dessus, on peut pas créer beaucoup de force parce qu'on a de la vitesse. Du coup, c'est je sais pas si c'est très clair. Si on fait le parallèle avec la prépa physique, c'est un peu comme si on disait plus vous mettez lourd sur votre barre de squat, moins elle va bouger vite. En gros, c'est visuellement exactement. Plus votre squat est lourd, moins vous allez être explosif. Et ce qu'il faut comprendre, et là je vais revenir à la question après. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce profil force-vitesse, le corps humain, il est conçu de telle sorte à ce que on a un potentiel de performance qui est beaucoup plus grand sur la force max que sur la vitesse. Par exemple, alors c'est très réducteur ce que je veux dire, mais je pense que ça va permettre de donner une image aux gens. On peut monter un squat de 100 kg à 250 voire 300 kg, donc on a des capacités sur les aspects basse vitesse et haute force de 300-400%. Tandis que sur des hautes vitesses, un sprinter en début de carrière, je sais pas, je dis des bêtises, je suis pas spécialiste, mais il sera peut-être à 14 secondes. À la fin de sa carrière, il sera à 10 secondes, voilà. Et du coup, en termes de pourcent, en fait, tu peux développer tes niveaux de force 3 à 4 fois plus élevés, mais peut-être que 40% de vitesse en plus. Exactement. Et ça, en fait, pour moi, je pars d'un point de vue que plus vite, si par exemple j'ai un athlète jeune, surtout jeune, qui vient me voir, je me dis, plus vite on monte ces plateaux de force max très haut, et ben plus vite on peut aller dans la haute, on peut aller dans la et on peut aller dans de la haute spécificité. Et c'est aussi l'exemple par exemple, si je te demande de faire un max de répétition à 50 kg au back squat, et que ton max il est à 100 kg, et ben t'en feras forcément moins que si ton max il est à 200 kg. Oui, c'est sûr. Donc ça va quand même participer à l'endurance, et c'est là où la force se transfère mieux à l'endurance que l'endurance se transfère vers la force en fait. Donc, après il y a ce truc là aussi, c'est de se dire en fait travailler sa force ça prend peu de temps, parce que au final
même 2 séances par semaine de spécifique, ça peut suffire, tu vois. Donc si je prends l'exemple de la force doigt, tu fais deux séances de, ce que j'allais dire, 30-45 minutes en comptant l'échauffement. Tu fais ça 2 fois dans ta semaine, tu vas mieux progresser que genre 90% des grimpeurs, et t'as fait que 2 fois de la prépa physique doigt dans la semaine, quoi. Et du coup, si sur le long terme tu gardes cette habitude, c'est carrément productif. Et puis du coup, comme t'es plus fort, tu as moins de blessés par rapport à tout ce qu'on disait, les contraintes, etc. Et donc du coup, si tu te blesses moins, tu progresses plus. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Et du coup, pour tout doucement revenir vers la question sur comment je cycle, à partir de là, en fait, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, je vais ranger le sportif dans 4 catégories que j'ai moi-même théorisées. Okay. On va dire, il va y avoir la catégorie grand débutant. Donc ceux-là, ils ont même pas encore l'apprentissage des mouvements, ils ont pas encore l'écoute du corps, ils savent pas quand on parle d'RPE, ça leur parle pas. Ils arrivent dans l'activité. Et ça, voilà. Donc ça, là, on va déjà passer par de l'apprentissage. Voilà. Il va y avoir la catégorie 2 où je sais réaliser les mouvements en sécurité, j'ai appris à m'écouter. Quand on me parle d'RPE, quand on me demande de mettre une intensité, je sais quelle intensité je dois mettre, mais j'ai pas des gros niveaux de force max. Et ça, donc, à l'échelle d'une vie sportive, de la vie d'un athlète, on va dire 15 ans de vie sportive, sur cette étape numéro 2, tu peux y rester 4-5 ans dedans. Tu vas avoir l'étape numéro 3 où les niveaux de force max, ils sont OK. Donc là, il va falloir qu'on optimise ce que je disais, plus l'explosivité, la puissance, c'est la finalité. Puissance en escalade, en général, c'est ce que, à très haut niveau, c'est ce que je dis parfois aux gens, je dis, c'est pas ta force max qui va faire, d'un point de vue physique, d'un point de vue qualité physique, c'est ta capacité à serrer vite ta prise, parce que la force, elle est là, dans le niveau. Ça, pour moi, c'est la catégorie 3. Et surtout l'endurance de force aussi. Parce que c'est rare que tu aies qu'une seule prise à serrer pendant 3 secondes, tu vois. Du coup, au final, même si tu as une force max titanesque en suspension sur 3 secondes, si t'es pas capable de le répéter sur au moins 5-6 reps, au final, c'est clair. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est complètement d'accord. Donc ça, je suis d'accord avec toi. On va dire le niveau 3. Et mon niveau 4 de ce que j'ai théorisé, c'est vraiment les élites mondiales. C'est vraiment les top athlètes, les meilleurs athlètes au monde. Eux, ou tu sais, je pense même moi à l'heure actuelle, je sais pas si j'aurais la capacité d'entraîner des trucs comme ça, parce que c'est des mecs qui sont tellement suroptimisés de partout qu'il faut faire soit du testing, ou il faut vraiment bien connaître l'athlète pour savoir où tu peux aller lui faire gratter du pourcent. Donc, même des fois pour ce genre d'athlète, rien que les faire stagner physiquement et juste qu'ils se blessent pas, c'est une perf déjà en tant que préparateur physique. Tu vois. Et c'est clair que si t'as un athlète qui est au top niveau et que t'arrives à juste ne pas le blesser, en fait juste le mec il continue de performer à fond, quoi. Donc ça peut déjà être une perf de réussir à faire juste de la prévention des blessures, on va dire. Et du coup, désolé, je te coupe, mais je reviens dans mon. Ouais, non, mais de toute façon, j'avais fini. Et en fait, une fois que j'ai ces 4 catégories-là que j'ai un peu théorisées moi-même, ça, comment je vais ranger l'athlète dans telle ou telle catégorie, déjà de mes échanges avec la personne et de ce que je veux voir par quelques tests. Il y a pas besoin de faire des tests très poussés pour te rendre compte où ils en sont. Et une fois qu'ils sont là, je vais me dire, ok, le focus. Dans ce cas-là, ça va être telle qualité. Et je suis prêt à passer 2-3 ans. Alors ça, attention, que c'est pas noir ou blanc. Par exemple, si le mec, je considère qu'il faut qu'on monte ses niveaux de force max et je sais que pour arriver à des standards où il y aura plus qu'à entretenir, ça va prendre 2-3 ans. Ça veut pas dire que pendant 2-3 ans, je vais m'acharner comme un fou sur, on va faire que de la force max. Ça restera le focus. La majorité du temps. Par exemple, je vais y revenir. Par exemple, tu peux faire genre 75% de force max sur l'année et le reste, tu vas caler. On va prendre, selon mes profils, on va prendre 2 athlètes. Un mec qui a déjà des gros niveaux de force. Donc, quand je dis des gros niveaux de force, pour fixer des standards aux gens, c'est le mec qui est déjà capable de faire, en suspension sur 5 secondes son poids de corps en lest. Qui est capable de tracter son poids de corps sur une traction de bras, par exemple. Toi, qui as déjà des niveaux de force. T'es déjà sur des gros niveaux de force. C'est peut-être pas expert, mais t'es pas loin d'expert quand même, tu vois. Genre, les experts, ils traction lestée plus poids de corps, genre 200%. Ouais. En vrai, mec, en grimpe, je suis d'accord. En grimpe, t'es déjà sur genre l'élite, hein. T'es sur l'élite. Même les profils force vitesse, quand ils ont fait les études, le Vernier et tout, les niveaux de puissance des athlètes de haut niveau, c'était, puissance max, un poids de corps plus 10%. Donc, tu pèses 60 kilos, on te met 6 kilos de lest, c'est là où t'as ta puissance max sur la traction. Et donc, en gros, ça équivaut à peu près à ça, tu vois. Donc, tu vois, moi, je disais plus 175% pour les doigts, sur la 20 mm, parce qu'à partir de là, t'as plus trop de risque de blessure, on va dire. Et par contre pour la traction, je dirais un bon niveau de force, je dirais c'est déjà 150%, tu vois. Genre non, 200%, franchement, faut y aller. Parce que aussi, ce qu'il faut voir pour l'escalade, c'est que par exemple, tu peux avoir la traction à bras sans avoir les 200%, tu vois. Et je trouve la traction à bras est beaucoup plus révélatrice que. Je suis d'accord. Ouais, 200%, ça me paraît beaucoup. Mais c'est intéressant de voir ça, ok. Imaginons, je prends ce genre d'athlète-là, donc que je rentrerai dans ma catégorie profil 3. Donc eux, c'est des mecs dont les hauts niveaux de force sont déjà optimisés et ça va plutôt être sur les hautes vitesses ou l'endurance de force, comme tu disais. Et un autre, qui a des bons niveaux, mais je sais pas, on va dire, il pèse 60 kilos, il a une traction lestée à 25 kilos. Donc pour le commun des mortels, c'est fou. Mais pour des grimpeurs, c'est pas on n'est pas. Et imaginons que les deux ils font de la compétition.
le profil 2, je vais lui faire transiter sur de l'explosivité que très tard. Je vais pas avoir peur de faire de la force max jusqu'à très proche de la compétition. Ouais, 3-4 semaines avant, moi je dirais. Ouais, même 2 semaines avant, je vais continuer à lui faire de la force max. Ouais. Et je vais faire une transition que 2 semaines avant, par exemple. Hein, genre après, c'est ce que je dis. Ouais, puis après, il y a des manières de faire les transitions, c'est-à-dire que tu passes pas de 3 séances de force max par semaine à 0. Et genre, moi, je sais que je vais faire toujours un rappel de force. Je vais plus prendre de temps et je vais me dire, de toute façon, je sais que je pars du postulat que selon tout ce que j'ai écrit là depuis 5 minutes, je pars du postulat que il va plus tirer de bénéfices. Genre, son explosivité va quand même plus progresser en travaillant sur sa force max. Ah oui, c'est sûr. Et si je reprends mon autre grimpeur là, qui est dans ma catégorie 3, bah lui, on va faire de la force max. Par contre, on va transiter beaucoup plus tôt sur l'expo à l'approche de la compétition, peut-être à 4-6 semaines, voilà, ça va plus être comme ça. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de choses sont souvent un problème de force max. Parfois, je trouve qu'il y a des gens qui disent qu'il manque d'endurance. Non. Si t'étais plus fort, t'aurais une meilleure force max, en fait, tu deviendrais plus endurant. Et ensuite, et aussi, moi, je trouve, il y a, en vrai, moi, ça m'avait un peu énervé aussi quand j'ai commencé à grimper. Tu sais, on va dire, les gens qui ont ce discours-là de, ouais, pour devenir fort, il faut juste grimper. Et en fait, je trouve ça tellement. Je vais pouvoir en parler 10 minutes. En fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que, en général, les personnes qui disent ça, elles vont s'entraîner en cachette dans leur garage à faire des tractions à bras, à faire des suspensions lestées, machin et tout. Et elles vont te dire, mais non, t'inquiète, pour progresser en escalade, faut juste grimper, te prends pas la tête à t'entraîner, machin et tout. Et en fait, pour moi, c'est tellement faux parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, enfin, si tu fais juste que grimper, bah, juste à un moment, t'arrives à un palier parce que t'as besoin d'un niveau de force max plus élevé. Et juste grimper grimper sur les blocs ne va pas t'apporter ce stimulus. Bah, tiens, ça m'intéresse. Je suis vraiment d'accord. En fait, moi, je trouve ça limite hypocrite parce que, bah, ces gens-là qui s'entraînent et qui grimpent depuis des années, etc., et qui ont eu aussi toutes les adaptations tendineuses, ligamentaires, parce que si tu grimpes depuis 15 ans, même si tu t'entraînes pas en prépa physique, forcément t'as des doigts, c'est des saucisses. Tout le temps. Voilà, exactement. Enfin, il y a personne que je connais qui grimpe depuis plus de 10 ans de manière, on va dire, sérieuse, qui a pas genre un niveau de force max, comme tu disais, qui pourrait rentrer dans des catégories 3, tu vois. Genre et du coup, après, c'est hyper. Je suis d'accord avec toi, bon, ça, on peut en parler, mais ça, et on parlait de culture tout à l'heure, plusieurs sports. Je trouve ça, c'est très culturel à l'escalade. Pareil, comme toi, j'ai entendu beaucoup tu sais, l'exemple du, mais de toute façon, avant le 7e degré, ou je sais pas, chacun, ils ont. Ouais, ou genre avant 3 ans de grimpe, tu fais pas de panguliche. Ça, voilà. Ça me fait taper des barres parce que je suis en mode, ils ont tous l'exemple de, ah bah tu vois, il y a lui ou elle a 14 ans, elle fait tel niveau et pourtant elle est pas capable de faire une traction. Oui, mais elle a 14 ans, elle grimpe depuis qu'elle a 6 ans et elle pèse 35 kilos. Et moi j'ai envie de leur répondre, ok, mais j'ai envie de dire, bon, elle a qu'une traction, mais t'imagines si on lui a monté à 15 tractions, bah dans certains blocs, dans certains profils, ça la met très bien. Et en plus, en termes de temps à investir, ce serait pas tant que ça. Je prends un exemple très bête. Mais en fait, tu vois, moi j'ai déjà eu cette discussion avec des gens justement qui disaient, ouais, voilà, il faut juste grimper pour ça. Et en gros, ils disaient que, après, tu vois, on pourra jamais le vérifier, mais en gros, je lui disais, bah voilà, là, t'as un certain niveau de grimpe. Imagine, genre là, demain, tu peux faire une traction lestée à 20 kg de plus et 10 tractions en plus en max de traction au poids de corps. Est-ce que tu penses que tu grimperais mieux? Et souvent, ces personnes, elles vont dire, bah non, je pense pas, parce que y a tellement d'autres facteurs limitants que voilà. Mais tu vois, je pense que si tu augmentes tes niveaux de force max sur tout, c'est-à-dire traction, suspension, gainage, force des épaules et tout, là, je pense qu'une fois que tu as le tout, ça c'est vraiment un puzzle. Forcément, c'est ça. Mais c'est clair que oui, si t'es un grimpeur, peu importe ton niveau, et que tu vas prendre 20 kilos sur ta traction lestée, mais que tes doigts suivent pas, bah ok, c'est cool, tu peux tracter, mais que sur des bacs, quoi. C'est clair. Donc, et même, tu vois ce que je dis à ceux qui disent, ouais, tant que je suis pas dans le 7e degré, tant que j'ai pas. Mais moi, je suis en mode, que tu sois dans le 4e degré, 5e degré, que tu sois le mec qui a la trentaine, qui a découvert l'escalade parce que c'est un sport à la mode et tout, t'aurais tout intérêt à faire. Alors, comme je dis, la priorité reste l'escalade, on en a bien parlé, mais t'aurais tout intérêt à rajouter un petit peu de renfort à côté qui soit plus général ou spécifique. Parce que comme on le disait, déjà, tu vas réduire un minimum de renfort au doigt, de niquer, de te blesser. Après, ça reste toujours des stats, c'est une science infuse de la prévention des blessures, mais tu développes un corps qui est toujours plus résilient. Ce qui fait que par la suite, tu peux mettre plus d'intensité dans les entraînements et tu peux créer un cercle vertueux. Après, tout est une question de dosage. J'ai pas dit que, voilà, là, on est d'accord, la priorité reste la grimpe, mais attends pas d'être dans le 7e, 8e. Peu importe ton niveau, tu as tout intérêt à faire du renfort comme tu vois, ce que je disais, même pour les débutants, les suspensions pied au sol à l'échauffement, pour s'éduquer aux préhensions ou ce genre de trucs, pareil, hyper intéressant. Enfin, en fait, c'est juste, faut prendre par étapes. C'est-à-dire que si tu es dans le 5e degré, bien sûr que faut que tu adaptes ton entraînement à ton niveau, mais tu peux quand même faire un petit peu des trucs productifs. Surtout, je pense par exemple aussi à tout ce qui va être ischio par exemple, faire du renfort un peu ischio pour ne pas se péter sur un talon par exemple. C'est clair. C'est des trucs qui peuvent être productifs même dans le 5e degré, quoi. Et je trouve que ça c'est d'autant plus important, je l'ai cité là il y a 2 minutes, mais chez les pros, tu sais, avec l'explosion des salles privées de l'escalade en tant que mode, il y a vraiment une apparition d'un public, c'est
le mec qui est déjà arrivé à l'âge adulte, donc qui a pas grandi en grimpant, donc le corps ne s'est pas adapté. Et souvent, c'est des qui se passionne quand même fort, et qui se passionne fort, tu vois, qui est pas non plus dans le loisir, qui est pas non plus dans la perf, mais qui est dans cet entre-deux. Et ce profil-là. Puis souvent, c'est des sédentaires dans le sens où c'est pas des sportifs qui viennent d'autres sports, ils ont pas trop fait de sport depuis des années. C'est comme le mec qui a jamais fait de course à pied, il fait ça, et il se met à courir 40 bornes, et du coup, il se fait des tendinopathies, des périostites, tout ce bordel. Et ben, ça, je pense que il y a vraiment ce profil-là où il se passionne pour ce sport. Et ils auraient tout intérêt à faire un peu de renfort, surtout que, par exemple, si on prend d'un point de vue peut-être plus santé des tissus conjonctifs, des tendons et des doigts spécifiquement, il y aura rien de mieux que de la poutre. Je veux dire, les temps sous tension sont plus longs que mine de rien sur un bloc. Tu peux charger de manière contrôlée, etc. Puis même si on reprend les suspensions pied au sol, par exemple, tu peux charger que un doigt à la fois. À fond. Alors clairement, tu peux vraiment tout faire sur la poutre. Ça revient à ce que je disais dans le podcast des méthodes. Je suis carrément d'accord avec toi. Donc, mais voilà, je pense que j'ai bien détaillé tout ça. Je sais plus. Clairement. Ça parlait du cyclage un peu. Donc pour faire un peu un résumé, toi tu serais beaucoup plus partisan d'un cyclage très axé sur la force max. Peu importe le niveau. Et après, plus varié sur des intensités style vitesse et explosivité. Et après, je répète, proche des échéances. Noir ou blanc, parce que je sais que malgré tout, il y a des gens qui vont réussir à attendre dans le podcast que j'ai dit que je faisais mais du coup, justement, pour nuancer ça, là, du coup, tu as pris l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne du coup pour une échéance, que ce soit une compétition ou un trip, mais qui va se dire, là, à cette date-là, j'ai envie d'être en forme, d'être au meilleur de ma perf. Mais